Voilà, 18h02, donc c'est effectivement le dossier Renault Fiat Chrysler qui fait l'actualité ce soir au lendemain des annonces de Renault. Il y a encore beaucoup de questions, et Dieu sait si on en a traité des questions hier soir sur le sujet, mais il y a encore beaucoup de questions qui se posent autour de ce mariage, et notamment, point non négligeable, la place de Nissan dans ce futur ensemble. Eh oui, on va en parler dans un instant. Bertrand Davilléon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes associé chez Eurogroupe Consulting. Antoine Larigauderie, notre spécialiste automobile à BFM Business, bonsoir. Alors, ce qu'il y a de nouveau par rapport à hier, c'est que déjà, Paris et Rome se sont dit ravis, mais Bercy, Bruno Le Maire a posé ses conditions. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Antoine, quelles sont les conditions posées par Bruno Le Maire à ce mariage qui pourrait avoir lieu entre Renault et Fiat Chrysler? Alors, les préoccupations légitimes de l'État actionnaire, hein, qui est quand même actionnaire de Renault à hauteur de 15%, mais s'il y a fusion entre égaux avec Fiat Chrysler, la part va descendre à 7,5%, hein, oui, avec ce mariage à 50-50 qui est prévu. Alors, première condition du ministère de l'économie, qu'il n'y ait pas de fermeture d'usine, qu'il n'y ait pas de conséquences lourdes sur l'emploi. Bruno Le Maire le dit, il faut des garanties sur l'emploi et les sites en France. Alors, il faut savoir que le projet d'accord qui a été transmis à Renault il y a quelques jours disait très clairement qu'il n'y aurait pas de fermeture de site. Donc, a priori, ça, c'est plutôt garanti. Bruno Le Maire qui estime aussi nécessaire que le projet soit exécuté dans le strict cadre de l'alliance Renault-Nissan Mitsubishi, et qui ne concerne pas uniquement Renault, hein, comme c'est le cas. Donc là, c'est clair qu'il va y avoir sans doute des questions auxquelles il va falloir répondre. L'État français qui souhaite également que ses intérêts soient significativement représentés, même si sa part mathématiquement va descendre. Enfin, pour avancer sur le fameux projet d'Airbus des batteries que Bruno Le Maire essaie de promouvoir avec l'Allemagne, il dit il serait bien que ce nouvel ensemble, si jamais il voit le jour, hein, Renault Fiat Chrysler, aille se fournir en batterie auprès de cet Airbus des batteries dans lequel il serait invité à investir pour que véritablement ça donne un coup d'envoi à cette initiative qui a bien du mal à prendre corps. Alors Bertrand de Lavilléon, si on reprend les différents points dont vient nous parler Antoine, Bruno Le Maire exige qu'il n'y ait aucune fermeture d'usine en France. Est-ce que ça c'est acquis? Est-ce qu'à priori, dans l'état actuel des choses, on peut dire... À ce stade, effectivement, la fusion avec Fiat Chrysler, il y a un certain nombre de synergies possibles, et donc aussi des économies d'échelle, puisque le plan économique peut reposer sur ces économies d'échelle, avec un recouvrement, en tout cas pour partie, à la fois géographique et en gamme, entre Fiat et Renault, qui peut amener à des questions sur l'optimisation du footprint industriel, en tout cas des deux constructeurs. J'entendais Patrick Paillata sur notre antenne, donc ancien directeur général de Renault et directeur général adjoint de Nissan, qui nous disait a priori en France quand même les usines tournent à plein, mais on n'a pas trop à s'inquiéter. En revanche, c'est peut-être plutôt de l'Italie, du côté de l'Italie qu'il faudrait s'inquiéter. Absolument, mais cette exigence, elle a été aussi exprimée, ou elle va l'être très prochainement par le gouvernement italien. Donc préserver le footprint industriel et l'emploi industriel dans ces deux pays. Renault avait déjà investi, avait fait pris des engagements auprès des pouvoirs publics à l'époque de Ghosn. Donc bon, c'est des choses qui sont installées, les investissements sont installés. Côté italien, il y a effectivement des usines, notamment une usine du côté de Naples, sur lesquelles la productivité peut être en question. Mais il y a beaucoup d'usines apparemment de Fiat en Italie, enfin en Europe, mais en général on tourne à moins de 50% des capacités aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a une surcapacité européenne qui a été un peu comblée par la progression des marchés, en tout cas européens, mais qui reste un petit peu surcapacitaire aujourd'hui. Alors le deuxième point très important, vous l'avez soulevé Antoine, Bertrand Davilléon, ce mariage peut-il se faire dans le cadre de l'Alliance? Quid de Nissan? Là, Jean-Dominique Sénard est parti pour assister justement au conseil de l'Alliance. Il va arriver, il leur dira en fait, il faut que je vous parle d'un petit projet. Alors d'abord, il l'a annoncé vendredi, mais après, il a pris son avion hier soir pour aller dire rencontrer. Alors, est-ce que c'est la demande de Bruno Le Maire ou c'est une initiative personnelle? Normalement, le conseil était prévu. Oui, c'était prévu. Mais en tout cas, il y a un sujet d'actualité qui sera l'objet de discussion avec Nissan. Nissan a, laissé ouvert toutes les orientations, possibilités. Quelle place peut avoir Nissan dans ce mariage? Est-ce qu'ils peuvent avoir été froissés quelque part par la façon dont les choses se sont déroulées depuis quelques jours finalement pour vous? En tout cas, ça s'est fait parce que Renault a décidé un certain nombre de réflexions sur sa marque propre. Nissan, depuis des mois, dit voilà, on veut être autonome. Arroser, à un moment donné, effectivement, accepter que dans le cadre de l'Alliance, il y a des autonomies de marque qui peuvent s'exercer. Et donc Renault a exercé son autonomie de marque pour imaginer, on va dire, de consolider en fait la masse critique, qui était un élément essentiel dans l'automobile. Antoine,
pourrait être la réaction de Nissan? Est-ce qu'on peut imaginer, du coup, de détricoter une alliance ou est-ce que c'est inimaginable? Détricoter l'alliance, on en a déjà parlé ces derniers mois, ça paraît quand même extrêmement difficile au vu des plans industriels, des dynamiques industrielles qui ont été impulsées. Renault a besoin de Nissan. Nissan a besoin de Renault. Ça paraît quand même difficile de détricoter tout ça. Maintenant, j'ai rarement vu des plans aussi ambitieux, aussi structurels, se dessiner sur des contours aussi peu fiable. Enfin, je veux dire, on construit une alliance au sein d'une alliance qui a déjà du mal à fonctionner aussi bien en termes industriels qu'en termes de gestion des pouvoirs. Ça paraît quand même totalement baroque cette affaire. Je serais patron de Nissan, je verrais mon principal partenaire dans l'alliance négocier avec un groupe qui parallèlement est mon concurrent sur d'autres marchés. Je me dirais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Surtout que le centre de décision de Nissan a été décapité après l'affaire Carlos Ghosn, qu'en plus ils étaient dans une position extrêmement difficile du côté de la rentabilité, notamment sur le marché américain, sur un certain nombre d'autres marchés. On a vu qu'en Europe, les ventes de Nissan n'arrêtaient pas de baisser. En plus, je vois mon principal partenaire en train de négocier avec quelqu'un d'autre. Oui, forcément, a priori, je le prends mal. Oui, maintenant, il devait forcément être au courant. Ça fait quand même des mois qu'on en parle de c'est Fiat Chrysler qui fait des appels de phare de partout pour nouer des alliances. Un coup PSA, un coup Renault, effectivement. Donc là, Renault était un partenaire un petit peu rêvé pour Fiat Chrysler. Mais oui, mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'Antoine, dans cette histoire, finalement, Nissan pourrait trouver ça baroque, mais Nissan a fermé la porte pour l'instant à toute intégration plus poussée de l'alliance. Renault en a pris acte. Oui. Renault en a pris acte et réagit en conséquence, finalement. Absolument, engagé un certain nombre de plans d'action. Je dirais, c'est naturel, en fait. Oui, à un moment donné, si une option se concrétise pas, on recherche d'autres options. Maintenant, par rapport au côté baroque de cette nouvelle alliance, je pense que de toute façon, le fond du sujet, c'est de réaliser des économies d'échelle, d'arriver à une masse critique. Donc là, on dépasse. Aujourd'hui, la masse critique est autour de 10 millions de véhicules, puisque c'est un peu positionnement des top 3 des constructeurs. Donc là, on amène 16 millions. Donc on prend un avantage concurrentiel significatif, sous réserve que l'économie d'échelle devient un avantage concurrentiel significatif. Donc c'est ça que je recherche aujourd'hui les constructeurs automobiles. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas Renault qui risque de pâtir un peu de cette histoire, alors que on se dit que ça va être gagnant-gagnant s'il l'accepte? Est-ce que c'est pas plutôt est-ce que c'est pas plutôt Fiat qui va ressortir grandi et Renault? Aujourd'hui, tout le monde se félicite de cette alliance avec la famille Agnelli en actionnaire du côté italien et du côté français. Donc c'est du mariage égal. D'ailleurs, les capitalisations boursières sont à peu près équivalentes. Je rappelle que la rentabilité quand même de Fiat est bien inférieure à celle de Renault. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Aujourd'hui, c'est ces économies d'échelle. Donc ça permet quand même d'offrir des perspectives de réduction de coûts, de synergie de plateforme et surtout de prise en charge des montants colossaux d'investissement, que ça soit sur l'électrique ou que ça soit sur le véhicule autonome. Et notamment Fiat Chrysler qui en a vraiment besoin de l'électrique, parce qu'ils ont complètement loupé le virage, même pendant l'époque Marchione. Mais ce qui demeure au sein de ce côté baroque, c'est que l'intégration de Fiat Chrysler à travers Renault au sein de cette alliance, ça va de toute manière complètement obliger tout le monde à revoir l'équilibre des pouvoirs au sein de l'Alliance, qu'on essayait de consolider sur des bases un petit peu plus saines, notamment via la fondation de ce conseil exécutif là qui va se réunir demain. Donc il va falloir tout revoir de A à Z si l'opération est acceptée par Renault, et notamment, et ça va être une des principales problématiques, l'entrée de la famille Agnelli et l'émergence de ce John Elkann qui dirige Fiat et la holding Agnelli, qui va ressortir comme un super géant d'un coup de cette opération. Il va se retrouver allié au plus grand constructeur automobile du monde, en étant actionnaire majoritaire d'un de ses principaux membres. Moi, je vois en lui un grand gagnant et un fin homme d'affaires là-dessus. Oui, c'est ça. On n'a pas fini d'en parler. Bertrand Davy-Léon, juste pour terminer, est-ce que ce n'est que le début de la consolidation du secteur automobile? Est-ce qu'on a l'impression que là, ça y est, il y a une espèce de mercato, de grand rendez-vous du secteur automobile et que ça va aller en s'accélérant? Ça s'est jamais arrêté vraiment. Non, ça s'est jamais arrêté vraiment. Mais là, il y a une des gros deals comme ça, on n'avait pas vu depuis longtemps. Il y a effectivement une étape significative qui est franchie dans la création de méga acteurs de l'automobile, de la construction automobile. Et ça, c'est
la raison essentielle, c'est que les investissements à consentir ne peuvent plus être portés par un acteur solo. Et donc, soit ce sont des alliances ou des investissements communs, soit ce sont des opérations de ce type-là, de fusion. Enfin, il y a eu le rachat d'Opel l'année dernière, qui a augmenté la masse critique de PSA. PSA est toujours à la recherche de consolidation. Donc, le marché, oui, peut faire naître d'autres opérations de consolidation dans les prochains mois ou dans les prochaines années, c'est sûr. Et on sent que chacun cherche son allié, finalement. Quand vous disiez Fiat est allé chercher un coup PSA, un coup Renault. On parle beaucoup de Volkswagen avec Ford aussi. Alors, alliances entre les deux. Sur des considérations techniques. Il y a Suzuki dont on parlait aussi. Mazda encore, est-ce qu'un Mazda qui reste indépendant, petit mais indépendant. Et puis il y a les Chinois surtout. Il y a les Chinois qui ont peut-être en embuscade d'investir sur certains constructeurs occidentaux. Et puis les Coréens aussi. Moi je les verrais bien chasser en Europe désormais. Ça se passe sur la scène mondiale désormais. En attendant, on aimerait bien une petite souris pour voir ce que se diront messieurs Sénard et Saikawa demain du côté de Tokyo. Parce que du côté de Nissan, juste une parenthèse, mais on va expliquer les choses très clairement. Qu'est-ce qu'on y gagne, nous, dans cette histoire, finalement, du côté de Nissan? Qu'est-ce qu'ils y gagnent, Antoine? C'est peut-être ça aussi qui serait une des clés de l'attitude, la réaction de Nissan dans les prochaines heures, finalement. Alors, la seule réaction qu'il y a eu, c'est Hiroto Saikawa qui a dit moi, toute initiative qui peut apporter de la valeur à Nissan à travers l'Alliance, je suis pour, à travers l'Alliance. Oui. Donc, encore une fois, il va falloir redéfinir la balance des pouvoirs. Nissan n'est peut-être pas en position de gagner quoi que ce soit, alors que c'est celui qui a le plus pâti des événements de ces derniers mois. Donc voilà, ça va être intéressant de voir comment le mécano va s'organiser et comment Nissan peut gagner de la valeur, parce que le chantier s'annonce très 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 long pour le constructeur japonais. Prochain épisode demain, peut-être avec les premières déclarations de Nissan à ce sujet. Merci beaucoup messieurs pour tous vos éclairages. Bertrand de la Villéon, associé au Eurogroupe Consulting, et Antoine Larigauderie de la rédaction de BFM Business.